Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. L'entretien que je vous présente aujourd'hui est passionnant à bien des égards. Le Liban, en proie à une grave crise économique, financière et politique, emmène dans son sillage de difficultés le sort de familles entières vivant en France, prises au piège de situations juridiques, fiscales et bancaires d'une infinie complexité lorsque vient le moment d'hériter, de gérer ou de vendre un bien immobilier situé au Liban. Avec nous pour en parler, Farid Argtinji, qui est secrétaire général de la Chambre de commerce franco-libanaise, et également Antoine Leroux, notaire à Paris, expert pour le Liban auprès de la Commission internationale de la Chambre des notaires de Paris et représentant de la Chambre des notaires de Paris au sein de la Chambre de commerce franco-libanaise. Farid Argtinji, bonjour. Bonjour. Et Antoine Leroux, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Pour beaucoup de Libanais installés en France, qu'ils aient la nationalité française ou pas, des questions patrimoniales ardues et complexes se posent à eux. Je précise d'abord que cette interview est enregistrée à la suite d'un colloque que vous avez organisé conjointement avec la Chambre des notaires de Paris et la Chambre de commerce franco-libanaise. En premier lieu, Farid Argtinji, dans quelle mesure la Chambre de commerce franco-libanaise travaille-t-elle avec la Chambre des notaires de Paris pour accompagner ces personnes ? Écoutez, au départ, la Chambre de commerce franco-libanaise, qui a été fondée il y a plus de 70 ans, en 1950, est un moyen de réunir la communauté d'affaires franco-libanaise d'un côté et de pousser à une plateforme économique entre la France et le Liban. C'est l'origine, la mission de la Chambre de commerce franco-libanaise. Mais l'histoire s'en est mêlée. Alors, sont mêlés beaucoup de choses, dans la mesure où il n'y a pas que des entreprises, il y a aussi des hommes. Oui. Et donc, à partir du moment où il y a des hommes, on s'intéresse aussi à ce qui peut faire vibrer les hommes. Début 2018, nous étions posé la question de savoir, par rapport à cette communauté franco-libanaise, dont certains sont ici, d'autres sont au Liban, quelles étaient, pour ceux qui sont là-bas, leurs obligations finalement. Et donc, nous avions organisé au début de l'année 2018, avec un grand avocat fiscaliste libanais, la question qui concernait les Libanais qui sont installés au Liban, mais qui ont des intérêts ailleurs. Oui. Et puis le temps est passé. Il y a surtout eu, j'allais dire, le tremblement de terre du 17 octobre 2019, c'est-à-dire ce début de révolution qui a avorté malheureusement, mais qui a mis en branle la totalité du système économique libanais. On pourra y revenir. Oui. Nous sommes 3 ans après, nous sommes en 2022, et à l'initiative de la Chambre des notaires de Paris, ceux-ci se rapprochent de nous et nous disent « Nous aimerions travailler avec vous, nous aimerions faire partie de cette communauté d'affaires, nous aimerions adhérer à la Chambre de commerce franco-libanaise. » Et moi, j'ai trouvé que c'était une espèce de signe du ciel, une grande et belle opportunité pour pouvoir effectivement faire quelque chose qui puisse intéresser à un réciproque de ce qui s'était passé début 2018, les franco-libanais qui sont installés ici. Et ils sont nombreux et bien entendu, ils ont des intérêts au Liban. Oui, et puis comme vous le disiez il y a quelques instants, dans la communauté d'affaires, il y a des personnes, et ces personnes rencontrent de graves difficultés en ce moment. Alors, il y a aussi ça, c'est-à-dire que depuis fin 2019, ce pays, le Liban, qui longtemps, quand je dis longtemps, c'est plus de 70 ans, plus de 80 ans, a été finalement, en résumé, et avec un petit côté un peu slogan, a été la banque, l'hôpital et l'université du Moyen-Orient. Oui. C'est là qu'on pensait, c'est là qu'on soignait, et c'est là qu'on faisait fructifier ou qu'on protégeait l'argent de l'ensemble des pays qui étaient autour de nous, dans lesquels il y avait des dictatures, dans lesquels il y avait des pays qui étaient tournés vers un autre système économique que le nôtre, qui était ouvert vers l'Occident, qui était ouvert vers le système libéral. Brutalement, tout s'effondre, mais j'allais dire par une nuit sans lune. C'est-à-dire que la révolution commence le 17 octobre sur un prétexte extrêmement futile, comme souvent. Oui. Les banques ferment. Quand elles ouvrent 2 semaines plus tard, c'est fini. Brutalement, on se rend compte qu'il y avait derrière une espèce de schéma de Ponzi qui était particulièrement fragile. Et à partir de là, les gens, même s'ils avaient laissé beaucoup d'argent dans la banque, parce que, rappelez-vous, au Liban, il n'y a pas de système de retraite comme en France. Donc les gens accumulent de l'argent pendant leur vie active, le mettent dans la banque parce que c'est un endroit sûr, protégé, etc.
de façon que quand ils cessent d'avoir des revenus, ils puissent avoir les intérêts de la somme qu'ils ont mise ou une partie du capital, peu importe. Et là, il n'y a plus rien qui est accessible. Petit à petit, les intérêts disparaissent, mais totalement. Et surtout, petit à petit, on n'a plus accès à ce capital. Et donc, à partir de là, la situation va se dégrader de façon régulière. Et ce qui est incroyable, c'est que jamais on ne peut se dire que ça y est, on a atteint le fond. Il y a régulièrement, on se dit, mais si, ça continue à tomber. Un exemple, c'est le taux de change du dollar par rapport à la livre libanaise. Alors, avant 1975, c'est-à-dire avant le début officiel de ce qu'on appelle mais il n'y a pas c'est les guerres civiles du Liban. Donc avant 1975, le dollar faisait 3 livres libanaises. Dans les années 90, 2000 et 2010, il passe à 1500 livres. Il est passé de 3 à 1500. C'est énorme. Oui. Mais la majorité des gens ont quand même réussi parce que l'économie était prospère et en particulier grâce au dynamisme extrêmement fort du système du BTP et du système immobilier. Et là, aujourd'hui, on est passé à 1500. Quand on est passé en octobre 2019 de 1500 à 1700, les gens se sont mis à crier au scandale. Après, on est passé à 5000. Après, on est passé à 10 000. Puis, on est passé à 15 000. Et chaque fois, on se disait, c'est une barrière qu'on n'atteindra pas. Oui. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, on est à 42 500. On est à 42 500 venant de 1500. Donc, non seulement ça, mais on n'a plus accès à ces dollars. C'est-à-dire, on n'a pas accès aux dollars. Et quand on les a, entre-temps, on vous les donne au compte-gouttes avec un taux de change absolument dérisoire. C'est-à-dire, on vous donne au compte-gouttes pour chaque dollar 8 000 livres libanaises. Et pendant ce temps, en ville, il est passé à 42 000. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat s'est totalement effondré à cause de l'inflation qui, elle, suit le 42 000. Le précède éventuellement. Et la France a toujours été un lieu privilégié pour les Libanais parce que ces deux pays ont toujours entretenu un lien très fort. Et c'est là où peut-être Antoine Leroux va pouvoir nous éclairer, puisque beaucoup de Libanais sont venus en France par vagues successives d'ailleurs. Il n'y a pas eu qu'une vague d'expatriation. Quelles sont, Antoine Leroux, les difficultés patrimoniales et donc juridiques qui sont rencontrées par ces Libanais résidant en France et dont certains aussi ont obtenu la nationalité entre-temps? Il y a effectivement beaucoup de Libanais en France, beaucoup de Libanais à Paris. On sait qu'ils sont nombreux à Neuilly, dans le 16e et dans le 15e, là où j'exerce également. Donc on les voit au détour des successions, on les voit au détour des ventes immobilières. Donc c'est pour ça que, à l'occasion de ce colloque, on a souhaité répondre à leurs interrogations du moment. Leurs interrogations du moment, c'était effectivement « je suis en France et je vais être potentiellement amené à hériter ou j'ai hérité au Liban ». Donc le colloque avait eu pour mission de répondre déjà à cette problématique-là. Pour un certain nombre d'entre eux, ils sont encore propriétaires au Liban et ces derniers mois, j'ai eu plusieurs interrogations de clients en disant, maître, j'ai un bien situé au Liban, j'aimerais bien pouvoir le vendre, mais je n'ai pas envie d'avoir mon argent bloqué au Liban, comment puis-je faire? Et donc, on a essayé de répondre à cette question-là de la manière la plus précise possible. Et puis, pour ceux qui ont effectivement un patrimoine immobilier au Liban et qui sont bien installés, ça a été tout simplement de leur rappeler les règles de l'impôt sur la fortune immobilière pour qu'ils prennent conscience que en France, on est sur une imposition mondiale. Donc sur la question des successions, l'objet de l'intervention, ça a été de leur rappeler que la résidence du défunt est fondamentale pour déterminer quelle va être la loi applicable à la succession. Donc on a fait tout un développement sur cet aspect-là, en rappelant néanmoins que le Liban n'est pas concerné par la réglementation qui s'applique à la France et que du point de vue libanais, le Liban fera toujours prévaloir la loi libanaise pour la transmission du bien situé au Liban. Et donc du point de vue notarial, pour le notaire français et puis pour les héritiers, ça peut entraîner un conflit de loi. Oui. Et donc j'ai indiqué une solution qui pourrait être opérationnel, notamment pour faire quand même prévaloir la loi française si c'est la volonté des héritiers. Ça, c'était sur le volet successoral. Et on a rappelé également les règles fiscales en matière de succession. Et là, ce n'est pas uniquement la résidence du défunt, c'est également la résidence de l'héritier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez soit
le défunt ou soit l'héritier en France, eh ben, il est imposé en France et sur le patrimoine mondial. Donc aussi bien sur les biens qui sont en France, mais que sur les biens qui sont situés au Liban. Et là, on a une vraie difficulté, et Farid Aractingi l'a un petit peu mis en ébauche, c'est l'évaluation du patrimoine qui est au Liban. Comment on apprécie la valeur d'un compte bancaire libanais. Or, on peut être amené à devoir le déclarer en France. Quelle est la valeur du bien immobilier situé au Liban quand la fongibilité du bien est pas forcément évidente? Donc on a répondu, on a essayé de répondre, d'apporter des éléments de réponse sur ces points-là. L'IFI, ça a été vraiment le déroulé de la réglementation, et avec aussi un focus sur l'évaluation des biens immobiliers situés au Liban. C'est un vrai casse-tête. Il faut bien comprendre qu'au Liban, il y a la valeur vénale, c'est-à-dire un acquéreur et un vendeur qui se mettent d'accord sur un prix de vente. Et puis derrière ça, vous avez l'administration fiscale libanaise qui va vous dire très bien, vous avez convenu entre vous que c'était $1 million, mais moi en fait j'en considère que c'est 4 millions. Et on n'a pas ça en fait en France. En France, la valeur vénale dans une opération de vente, à partir du moment où c'est pas assimilé à une donation déguisée, qu'il n'y a pas ces caractères-là. Mais effectivement, on a le droit en France de faire une bonne affaire, et puis la valeur, elle va quand même s'imposer à l'administration fiscale française. Au Liban, ce n'est pas le cas. Si l'administration fiscale libanaise décide que c'est 4 millions de dollars et pas 1 million, on va devoir payer les taxes sur 4 millions de dollars. Donc voilà, on a tenté de répondre à ces 3 questions, la succession, la vente et l'IFI. Et malheureusement, se conjuguent à la fois les règles du droit international qui s'appliquent, les règles du droit international fiscal aussi, et puis l'autoritarisme du fisc libanais, c'est ça ? Oui, alors, je pense que l'autoritarisme du fisc libanais, il n'a rien à envier à la France. On est quand même assez champions en matière d'imposition. On est très fort pour imposer, je ne sais pas combien de fois, un même bien. D'autant que vous notiez aussi pendant le colloque que le fisc français aussi allait avoir des difficultés à assentir ou à consentir ou pas à un montant donné sur la valeur d'un bien. Lui aussi, parce qu'il manque d'informations. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on a mis en exergue pendant le colloque, c'est qu'en France, lorsqu'on parle d'un bien immobilier, on a plusieurs bases qui sont disponibles et qui permettent quand même d'une manière assez fine d'apprécier la valeur d'un bien. Pour un Libanais aujourd'hui qui se dit « ça y est, maintenant je suis résident fiscal en France, je me rends compte que mon seuil, très probablement mon seuil de détention de biens immobiliers dépasse 1,3 million. Quelle est la valorisation de mon bien immobilier situé au Liban ?» C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un élément complexe. Moi, je serais tenté de répondre, c'est que dans ce cas-là, on applique quand même la règle française d'évaluation. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une valeur fiscale du bien, mais on est sur une valeur vénale du bien. Mais la difficulté, c'est qu'au Liban, on ne retrouve pas les mêmes bases. Il n'y a pas les mêmes volumes de vente, il n'y a pas une base centralisée qui permet de connaître les valeurs sur un périmètre, la valeur des biens qui est vendue. Donc là, ça sera vraiment de s'enquérir au cas par cas auprès d'agents immobiliers locaux, de se dire, aujourd'hui, un appartement qui fait 140 mètres carrés en plein cœur d'Achrafillé, aujourd'hui, raisonnablement, si on trouve un acteur immobilier prêt à l'acheter, combien ça vaudrait ? Mais il y a un travail d'enquête qui est plus compliqué à réaliser au Liban qu'en France, c'est certain. On évoque souvent l'effondrement du marché immobilier. Alors certains, parfois, se gaussent de cet effondrement en se disant c'est un bon investissement. Il est peut-être bon de rappeler ici que acheter en ce moment au Liban, c'est aussi risqué juridiquement parlant, puisque la vente de ce bien sera peut-être problématique et elle va entraîner les personnes aussi dans des questions qu'elles n'envisagent peut-être pas à l'achat. Ce qui est important en matière d'investissement, c'est la stabilité et quand même, on espère un gain, même si l'immobilier a toujours été une valeur refuge. La difficulté, je pense, au Liban,
comme disait Farid Araktinji, on pense qu'on a touché le fond et puis en fait 3 mois après il y a un événement qui fait que c'est encore pire et puis on continue de creuser. Et donc effectivement pour un investisseur se plonger sur le marché immobilier libanais, il y a une notion de risque qui va sans doute être plus importante que dans d'autres pays où il y a plus de stabilité. Aujourd'hui, moi, je suis incapable de vous dire à combien se monnaie un appartement de 140 mètres carrés en plein cœur d'Achrafillé. Demain, personne ne peut prédire la valeur d'un bien immobilier à court, moyen ou long terme. Est-ce que, si on revient à la situation de ces personnes qui habitent en France et qui sont prises de facto entre la France et le Liban, avec des ventes, des successions à régler et un patrimoine à assumer fiscalement parlant, avec toutes les difficultés rencontrées dans la relation au fisc et français et libanais, est-ce que vous auriez un exemple à me donner, une situation concrète qui permette à nos auditeurs de réellement comprendre la profondeur des questions qui se posent ? C'est très simple. Moi, j'ai pas mal de clients libanais. Donc, donc la question se pose quand même très régulièrement. Je vais prendre un exemple simple que j'ai aujourd'hui dans un dossier. Monsieur est libanais. Il a épousé une Française. Il a des enfants. Il a un patrimoine en France. Et puis, il a hérité de ses parents au Liban. Et donc, j'ai des quotes-parts indivises de biens immobiliers qui sont situés au Liban. Le conjoint et le défunt et les héritiers, donc domiciliés, résidents en France, au sens civil et au sens fiscal du terme, j'ai l'obligation de déclarer en France les biens immobiliers qui sont situés au Liban. Pour ce faire, il faut que j'ai la justification du titre. Et donc là, dans mon cas précis, ils n'avaient rien fait au décès des parents. Donc la famille sur place est en train de régulariser déjà la succession des grands-parents pour que moi je puisse avoir un titre justifié au nom de mon défunt. Et puis, il y a toute la question de la valorisation du bien immobilier. Sur la question de la valorisation, j'ai pas trop de difficultés à prendre l'évaluation d'un acteur local, agent immobilier local, qui me dit que aujourd'hui, raisonnablement, ce bien-là vaut tant. Parce que moi, je ne vais pas être atteint par la règle fiscale libanaise. En revanche, au Liban, il va falloir également s'assurer de la transmission du bien aux héritiers, aux conjoints et aux enfants. Donc, il y a besoin d'un relais sur place. Alors au Liban, sur la transmission d'un bien qui est situé au Liban, il va y avoir 2 acteurs. Il va y avoir un avocat qui va monter tout le dossier, qui va s'assurer de l'obtention d'une dévolution successorale auprès d'un tribunal civil libanais, puisque on est en présence d'une succession avec un chrétien. Donc c'est le droit des non-musulmans qui s'applique là-bas. Et puis, fort de cette dévolution successorale, on va, sur place, transmettre les droits immobiliers qui sont situés au Liban. Mais potentiellement, je vais avoir une différence entre ce que va dire le tribunal civil libanais, qui va indiquer certaines quotes-parts de succession, et qui vont être en fait différentes, moi, de mes quotes-parts de succession. Donc voilà, là on se retrouve typiquement avec un conflit de loi, c'est-à-dire moi qui ai une vocation, une dévolution successorale particulière en référence à la loi française, et au Liban, le bien immobilier va être muté conformément au droit successoral libanais. Et Farid Araktinji, comme si le conflit de loi n'était pas suffisant, il faut aussi ajouter que les Libanais installés à Paris et en France rencontrent de graves difficultés dans leurs relations avec les banques, notamment, on en parlait tout à l'heure, les transferts d'argent, avec des fermetures de comptes aussi, parfois des déclarations TRACFIN qui doivent être faites. Et donc, souvent aussi, au-delà de la situation monétaire et patrimoniale et juridique, des situations inextricables.
En fait, un franco-libanais qui est à Paris, s'il est résident fiscal à Paris, il ne va pas avoir trop de difficultés pour avoir un compte bancaire ici. Oui. Mais ce qu'il a au Liban, qu'il l'ait ou non déclaré, c'est encore un autre sujet. Mais ce qu'il a au Liban aujourd'hui lui est accessible à dose homéopathique. Mais vraiment homéopathique. Absurde, ridicule. Oui. Et ça, c'est depuis, donc, comme je vous disais, depuis le mois d'octobre 2019. Si par malheur, ce même franco-libanais n'était pas résident à Paris, mais résident au Liban, mais qu'il a quand même des intérêts ici, il vient régulièrement, il a été habitué, il a fait des études en France, il a fait une partie de sa carrière ici, il aime la France, alors là, c'est la double peine pour lui. Oui. Là-bas, il a des difficultés pour accéder à son argent, puisque son argent est devenu aujourd'hui tout à fait fantomatique. Beaucoup de gens, d'ailleurs, quand je dis fantomatique, là aussi, ce n'est pas un simple petit slogan. Oui. Beaucoup de gens vous disent, quand on aura fini de mettre en place la règle avec le FMI, les gens vont récupérer 20% de leurs avoirs, 15% de leurs avoirs. Personne ne vous parle de 30 ou de 40. Personne, pour l'instant. Alors, on peut toujours espérer, etc., mais on n'est pas dans le monde de l'espoir, on est dans le monde de la réalité. Donc ça, c'est par rapport à ce qu'il a là-bas. Et quand il vient ici, on dit, monsieur, vous n'avez plus de compte en banque. Parce que comme vous êtes Libanais et que vous n'êtes pas résident en France, donc c'est un pays dont je ne sais pas tout, etc., donc je vous ferme. Donc vous avez de grandes banques françaises, les plus grandes. Oui. Bon, il n'y en a pas 150, on les connaît bien, je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire une bonne publicité, qui leur disent, maintenant, messieurs, madame, c'est fini, vous avez 15 jours, vous avez un mois, mais vous n'avez pas un an pour fermer votre compte. Vous prenez votre argent, après vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous le mettez à la maison ou vous en faites ce que vous voulez. Donc ce système de double peine est insupportable. Et pour moi, il est une espèce de trouillomètre à zéro de la part d'un certain nombre de grands acteurs financiers en France, nommément des banques, qui se disent, qu'ils font une surinterprétation des règles prudentielles, de tout ce qui concerne effectivement la compliance, horrible terme anglo-saxon pour signifier la conformité, etc. Quant à Tracfin, effectivement, Tracfin est là pour pouvoir traquer, pouvoir suivre, effectivement. Donc, il fait son boulot normalement. Oui. Mais ce n'est pas une raison pour que l'acteur financier, qui est essentiel pour le bon fonctionnement d'une économie, dise « moi, je vais éliminer tous mes franco-libanais ». Pire, parfois, j'ai même entendu des gens qui n'ont que la nationalité française, mais qui sont installés au Liban et qui, on a dit fume, tu t'en vas. C'est tout à fait intolérable. J'aurais voulu faire une toute petite incidente sur l'exemple que Maître Leroux a donné tout à l'heure sur ce fameux appartement de 140 mètres carrés au cœur d'Achrafieh, qui, avant 2019, pouvait valoir jusqu'à 6, 7, 8 000 $ le mètre carré, s'il est bien situé en étage élevé, avec des prestations de haut niveau, etc. Et aujourd'hui, en réalité, on ne sait pas. Est-ce qu'il est tombé à... Là, je vous parle des vrais dollars, pas les dollars cachés en banque. Parce que maintenant, on a inventé un mot au Liban qui est le lollar, donc qui est le dollar libanais, lollar. J'allais vous poser la question, donc on peut en parler. Donc, qui n'a pas beaucoup de valeur. Et le vrai dollar, c'est celui que vous avez soit dans votre poche, soit éventuellement dans un nouveau compte que vous avez créé au Liban qu'on appelle le compte en fresh dollar. C'est inimaginable. L'imagination n'a pas de limite quand on parle des Libanais et de l'argent et de l'économie. Et donc... est-ce que c'est 4 000, c'est-à-dire 2 tiers de l'ancienne valeur? Est-ce que c'est 3 000? Est-ce que c'est 2 000 le mètre carré? En fait, comme il y a peu d'offres et de demandes, et pour une raison simple, c'est que les Libanais, sauf à être, qui sont au Liban, ou qui sont ici mais qui ont un bien là-bas, sauf à être acculés, ils ont vraiment besoin, ils vont se dire, j'ai pas envie de brûler, entre guillemets, mon bien en le sous-vendant. Et donc, du coup, ça a beaucoup ralenti le nombre de transactions, ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, les transactions, c'est quoi? Si vous tombez au lieu de 6 000 à 2 000, il est probable que c'est une bonne affaire et qu'effectivement, il faut investir. Si vous dites, je ne vendrai pas à moins de 4 000 alors que c'est à 6 000, vous allez probablement avoir un peu plus de difficultés. Et si vous espériez, parce que vous aviez des prestations de haut niveau, non pas être à 6 000, mais plutôt être à 8 000, et qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire, moi, je te donne 3 000 tout de suite et tu t'en vas, voilà. Donc, vous allez avoir des situations qui sont... Maître Leroux a souligné, je crois, le mot inextricable. Je ne sais plus s'il l'a employé ou pas, mais j'ai entendu qu'il avait dit qu'il signifiait un petit peu ça. C'est vrai qu'à ce moment-là, comment évalue-t-on? Et Antoine Leroux, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, justement, on pourrait considérer qu'il y a des opportunités d'affaires, ou même si finalement il y a une personne qui considère que, je ne sais pas, l'acheter entre 8 et 10 000 $ du mètre
et puis qu'il y a un investisseur qui dit non, mais pas de problème, moi je vous en offre $8 000 du mètre. Voilà, moi j'interpelle les Franco-Libanais et les Libanais de dire attention, c'est pas parce qu'on souhaite vendre son bien immobilier qu'il faut être moins vigilant sur la qualité de l'acquéreur. Pourquoi ? Parce que les Franco-Libanais vont vouloir voir arriver l'argent en France. Et effectivement, les banques libanaises implantées en France, ou les banques franco-françaises qui vont voir arriver cet argent, elles vont mettre toute la réglementation en œuvre pour s'assurer de l'origine des fonds. Tracfin, c'est une obligation de déclaration et de signalement si on considère qu'il y a potentiellement un caractère de blanchiment d'argent derrière une opération. Nous, les notaires, on a très clairement également cette obligation de signalement à Tracfin. On est même surveillé sur nos déclarations Tracfin. Il faut savoir que les notaires sont inspectés tous les ans et les signalements Tracfin sont inspectés. Savoir si on tracfine bien comme il faut les gens. Donc la banque, si elle a un doute sur l'origine des fonds, elle ne va pas manquer de signaler à la cellule Tracfin le problème. Donc s'assurer de la qualité, de l'identité de l'acquéreur me paraît être primordial. Attention aux opérations de blanchiment d'argent qui pourraient être proposées. Et puis un Libanais trop content de voir un bon prix lui être proposé, accepté, ça risque vraiment de lui revenir en France tel un boomerang. Il faut savoir que au Liban, une vente d'un bien immobilier au Liban ne se déroule pas du tout de la même manière qu'une vente immobilière d'un bien situé en France. Oui. Les fonds ne transitent pas par le notaire libanais. Contrairement en France, où le prix de vente transite par le notaire. Et donc, c'est un échange monétaire qui se fait de l'acquéreur au vendeur en dehors de tout contrôle du notaire libanais. Ce que va acter le notaire libanais, c'est qu'il y a bien eu transfert de fonds. Et donc, c'est au vendeur et à l'acquéreur d'organiser les modalités de transfert de fonds. En revanche, le notaire libanais, lui, il va être là pour proposer des solutions qui va quand même garantir à la fois pour le vendeur le fait qu'il reçoive son prix de vente et l'acquéreur le fait que lui, il ait bien un transfert de propriété. Et donc, pendant ce colloque, on a déroulé 4 solutions qui peuvent être appliquées pour justement garantir à la fois le transfert de propriété et le transfert de fonds. Solutions parmi lesquelles, si je me souviens bien, le séquestre, mais le banquier présent avait bien aussi noté le coût supplémentaire. Exactement, il y a forcément un coût pour la banque parce que l'idée c'était effectivement qu'une banque ouvre un compte séquestre au nom notamment du notaire libanais et qui garantirait d'une certaine manière le fait d'avoir réceptionné par anticipation les fonds et puis qui donnerait le feu vert pendant le rendez-vous de signature, le feu vert à la banque de transférer les fonds sur le compte du notaire vendeur qui nécessite du coup une grosse préparation en amont. Et alors c'était une solution qui a été proposée du coup par Sherine Aoudi, mais qui serait pas forcément duplicable par toutes les banques. J'aimerais qu'on termine justement sur ce colloque qui, pour ma part, je pense, c'est démarqué par sa grande qualité, puisqu'on avait à la fois des banquiers, mais on avait aussi des notaires français et des notaires libanais. Donc, on a bien pu voir les deux côtés de la question. J'ai remarqué que, d'abord, ce colloque avait été très, très suivi. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes et que les questions à la fin étaient très nombreuses et souvent exprimées par des personnes visiblement très marquées par la situation. Absolument. D'abord, non seulement il y avait des gens présents en salle, mais il y avait des gens aussi qui étaient en webinaire. Hein. Donc, le colloque a eu plus de succès que ce que nous anticipions. Vous avez souligné la qualité des 6 personnes qui ont pris la parole. On avait mis en place effectivement là aussi une belle préparation, un beau comité de pilotage qui avait été animé par Maître Leroux. Et les gens sont tous marqués, c'est évident. Oui. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que les Franco-Libanais aiment la France
et aiment le Liban. C'est-à-dire même ceux qui maintenant sont installés là depuis 45 ans se disent « je ne veux pas quitter le Liban, je veux garder un truc au Liban. Alors, tu y vas combien de fois ? Mais je veux quand même garder quelque chose là-bas. » Mais c'est la terre. Et c'est la terre. D'ailleurs, ça a été la conclusion de l'ambassadeur quand il a parlé de la terre, effectivement. Et donc, il y a quelque chose qui est au-delà du rationnel, qui est purement dans l'affect. Et le fait que ces Libanais qui sont en France, pour certains d'entre eux, encore une fois, depuis un demi-siècle, ou un petit peu moins, qui ont souffert de ce qui s'est passé là-bas, qui ont souffert de ces nombreuses, au pluriel, guerres civiles qui ont eu lieu, ou guerres pas civiles, guerre des autres sur notre territoire, etc. C'est vrai qu'ils gardent une espèce d'émotion forte qui n'est pas complètement asséchée par l'émotion qu'ils ont pour Notre-Dame de Paris, pour la terre française, pour faire une promenade sur les bords de la Loire, etc. Bon, vous avez la beauté intrinsèque de la France, elle est là, elle coule aussi dans leurs veines, mais ils gardent cette chose supplémentaire, cette deuxième dimension, et ce qui fait qu'on dépasse la raison pour partir un petit peu dans l'émotion. Et c'est évident qu'ils ont le sentiment d'avoir été trahis, que les hommes pour qui ils ont voté, qu'ils ont aimé, qu'ils ont pour certains d'entre eux fréquenté ou côtoyé sont quand même non seulement des gens qui ont été corrompus, qui ont détruit le pays, qui ont suicidé le pays en se suicidant eux-mêmes, etc. Et donc il y a cette espèce de mélange de double amour, France-Liban, et de grande déception. Et puis, évidemment, cette petite angoisse face au fisc français, qui est là, n'est-ce pas, avec moins d'émotion et davantage de sévérité. Son rigorisme et sa froideur toute juridique. Voilà. Oui, alors après, on peut discuter avec le fisc. C'est pas interdit, et c'est le rôle notamment d'un certain d'avocats, fiscalistes, justement, les professionnels du droit qui sont d'assurer la régularisation. Donc, ça a été nos préconisations aussi. Oui. Si vous voulez assurer la circulation des capitaux, rendre fongible votre bien immobilier, assurez-vous aussi d'avoir une situation en France qui soit conforme avec la législation française. Donc, si vous avez hérité récemment et qu'on est dans le délai de reprise fiscale, déclarez, rectifiez votre succession, déclarez les biens hérités au Liban. Si vous avez un bien situé au Liban et que ça vous fait dépasser le seuil des 1,3 million, déclarez, faites votre rectification, déclarez le bien immobilier situé au Liban. Car il y a des avocats et des notaires qui sont spécialisés dans la question et qui sont tout prêts à accompagner ces personnes. D'ailleurs, sur scène, il y avait un avocat fiscaliste en plus. Oui. Voilà. Un grand merci à tous les deux. Merci Anne-Sandrine.